Au début du XIXe siècle, la science entamait une période de bouleversement et de découvertes majeures. Dans un monde encore largement imprégné de croyances anciennes sur l'histoire de la Terre, l'apparition de fossiles de formes étranges et inconnues allait progressivement traduire une nouvelle vision du passé, bien plus vaste et complexe que ce que l'on avait toujours imaginé. C'est dans ce contexte que la paléontologie, la science dédiée à l'étude des restes fossiles, vit son essor, un phénomène crucial qui posera les bases indispensables à la naissance de la classification des dinosaures. Les premières découvertes de fossiles remontent en réalité à bien longtemps, les humains ayant souvent recueilli des os fossilisés par curiosité ou superstition. Cependant, c'est vraiment au cours du XVIIIe siècle que les scientifiques commencèrent à s'interroger sur la nature de ces vestiges. Des figures comme le philosophe naturaliste Georges Cuvier, considéré comme un des pères de la paléontologie moderne, incarnèrent cette transition. Ses travaux sur les fossiles, notamment ceux de mammouths, expliquèrent le concept d'extinction d'espèces, ce qui constituait une révolution intellectuelle majeure. Avec la montée en puissance de la révolution industrielle et de la science expérimentale, le XIXe siècle devint un terreau fertile à la recherche archéologique et paléontologique. La curiosité scientifique s'accompagna rapidement d'une approche plus systématique. Les fossiles commencèrent à être collectés, catalogués, décrits avec minutie. Des expéditions furent organisées dans diverses régions d'Europe, mais aussi aux États-Unis ou en Angleterre, pour découvrir et rassembler des restes qui allaient progressivement révéler l'existence d'animaux disparus gigantesques et extraordinairement variés. Ces fossiles, souvent fragmentaires et énigmatiques, forçaient les scientifiques à exercer leur imagination pour reconstituer leurs propriétaires disparus. Certains des premiers ossements furent attribués à des créatures mystiques ou légendaires. Par exemple, plusieurs fossiles de dinosaures primitifs furent d'abord interprétés comme des restes de géants ou de dragons, selon les récits populaires de l'époque. Cependant, c'est dans ce foisonnement d'observations et d'échanges entre chercheurs que la paléontologie se construisit peu à peu en discipline autonome, avec ses méthodes spécifiques. On passe d'une simple collection de curiosités à une analyse comparative rigoureuse. La découverte de fossiles de reptiles inconnus jusque-là donna naissance à des problématiques nouvelles, notamment sur la classification des espèces disparues par rapport aux êtres vivants contemporains. Le XIXe siècle vit aussi la publication de nombreux traités et catalogues scientifiques où l'on tentait de classer et nommer les fossiles selon des critères morphologiques. L'accumulation de données et la multiplication des découvertes amenèrent à la prise de conscience d'une immense biodiversité préhistorique, dépassant de loin celle que l'on avait imaginée auparavant. Certaines découvertes, comme celle du Megalosaurus en 1824, marquèrent l'histoire en révélant des formes gigantesques et spectaculaires, bien distinctes des reptiles actuels. Cette période se caractérisa également par l'émergence d'institutions spécialisées, musées et sociétés savantes, dont la mission était de centraliser la recherche et de partager les connaissances avec un public de plus en plus curieux. L'intérêt populaire autour des fossiles contribua à diffuser cette nouvelle science, séduisant à la fois les intellectuels et le grand public. La paléontologie devint ainsi l'une des sciences de référence pour mieux comprendre l'histoire de la Terre, levant le voile sur des mondes disparus. Parallèlement aux recherches sur les fossiles terrestres, les premières fouilles marines permirent de découvrir d'autres vestiges importants, toujours mieux conservés, enrichissant la connaissance des différents environnements et des dynamiques évolutives des espèces. Il ne s'agissait plus de simples curiosités, mais d'une fenêtre vers un passé mesurable, analysable et surtout racontable. Cette montée en puissance de la paléontologie au XIXe siècle fut aussi
un véritable moteur de débat scientifique, marqué par l'affrontement entre différentes écoles de pensée. Certains scientifiques soutenaient une vision catastrophiste de l'histoire, où des catastrophes massives expliquaient les extinctions, tandis que d'autres privilégiaient une vision plus gradualiste, annonçant les prémices du darwinisme. Ces discussions animèrent la communauté scientifique et participèrent à la maturation progressive des théories évolutives. Ainsi, l'essor de la paléontologie au XIXe siècle se présente comme une époque charnière. Elle inaugure une méthodologie rigoureuse, une curiosité élargie pour les fossiles variés et des découvertes majeures permettant d'appréhender pour la première fois la diversité des formes de vie préhistoriques. Cette dynamique a notamment préparé le terrain pour l'apparition du terme dinosaure et pour la classification systématique de ces créatures étonnantes, que les scientifiques allaient bientôt apprendre à mieux connaître. À mesure que le siècle avançait, les efforts pour comprendre ces animaux mystérieux se concentraient de plus en plus sur la nécessité d'un cadre conceptuel capable d'intégrer ces espèces disparues dans l'arbre de la vie. Ces premières années de la paléontologie furent donc marquées par une tension productive entre découvertes empiriques et théorisation, qui allait ouvrir la voie à des classifications plus précises et cohérentes. Dans le chapitre suivant, nous verrons précisément comment Richard Owen introduisit en 1842 le terme « dinosaure », donnant ainsi un nom à ces créatures fascinantes et amorçant une nouvelle ère dans la compréhension scientifique de ces monstres préhistoriques. Mais avant de plonger dans ce tournant linguistique et taxonomique, il convient de saisir pleinement la richesse de cette époque où la curiosité et le travail passionné des chercheurs permirent d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire naturelle, faisant des fossiles les précieux témoins d'un monde révolu. Au milieu du XIXe siècle, alors que les découvertes de fossiles se multipliaient en Europe, un tournant décisif allait s'opérer dans la manière dont ces mystérieuses créatures disparues étaient perçues et catégorisées. C'est en 1842 que le naturaliste britannique Richard Owen, figure éminente de la science victorienne, forgea un terme qui allait changer à jamais notre compréhension du passé. Dinosaure. Mais avant d'explorer les conséquences de cette innovation lexicale, il faut comprendre comment Owen est arrivé à cette idée et quel était le paysage scientifique de son époque. Richard Owen était un anatomiste et paléontologue renommé, reconnu pour ses compétences exceptionnelles en comparaison des formes osseuses entre espèces vivantes et fossiles. Dans les années précédentes, plusieurs fossiles importants avaient été décrits isolément. Megalosaurus, découvert en Angleterre dans les années 1820, Iguanodon, mis au jour dans les années 1830, et Ilaeosaurus, un autre genre tropical pertinent pour l'époque. Cependant, ces espèces étaient encore considérées comme des monstres disparates, sans lien clair entre elles, ni avec d'autres reptiles connus. C'est grâce à l'analyse minutieuse d'Owen que ces créatures allaient se voir attribuer une identité commune. Observant leurs caractéristiques osseuses, il nota qu'elles partageaient une série de traits fondamentaux, marquant une distinction nette avec d'autres reptiles. Owen remarqua que ces espèces ne correspondaient ni aux crocodiles, ni aux lézards, ni aux serpents, mais formaient un groupe à part entière, unique par sa morphologie. Le terme dinosaure fut créé à partir des racines grecques deinos, signifiant terrible ou formidable, et sauros, signifiant lézard. Ainsi, la dénomination évoquait littéralement de terribles lézards, reflet de l'impression que ces animaux massifs et inconnus suscitaient chez leurs découvreurs. Mais ce nom ne se voulait pas uniquement impressionnant. Il instituait une nouvelle catégorie scientifique,
un taxon autonome capable d'unifier ces espèces fascinantes sous un même concept. L'introduction de ce terme permit à Owen de formaliser le groupe Dinosauria, distinct des autres ordres de reptiles, défiant en cela les classifications antérieures. Ce concept allait au-delà d'une simple appellation. Il signifiait que ces animaux avaient une histoire naturelle propre, une lignée évolutive cohérente, méritant d'être étudiée indépendamment des reptiles vivants. En somme, Owen proposait une refonte du système taxonomique, adapté aux découvertes paléontologiques. Parmi les critères qui motivèrent cette distinction, Owen souligna notamment certains traits osseux uniques. La structure de leurs vertèbres, la configuration du bassin et la forme particulière de leurs membres. Ces caractéristiques différenciaient clairement les dinosaures des autres reptiles archaïques connus, et ces éléments allaient servir de base à toutes les classifications ultérieures. On peut aussi comprendre ce choix de séparation dans le contexte intellectuel de l'époque. Si les fossiles avaient déjà forcé la remise en question de plusieurs dogmes, il n'était pas encore question d'évolution selon Darwin, publié seulement 7 ans plus tard. Ainsi, séparer les dinosaures dans un groupe nouveau rejoignait la volonté d'organiser la nature en catégories structurées et fixes, même si le contenu de ces catégories serait plus tard largement révisé. Le succès et l'impact du terme « dinosaure » aura des répercussions non seulement dans la science, mais aussi dans la culture populaire naissante autour de la préhistoire. Offrant un nom identifiable, compréhensible et évocateur, il permit au grand public de se représenter ces géants disparus, suscitant fascination, curiosité et, parfois, crainte. Owen lui-même jouait un rôle central en vulgarisant ses découvertes, contribuant à diffuser cette nouvelle image du passé qui capturait l'imaginaire collectif. Sur le plan scientifique, la création de ce terme permit une meilleure communication entre chercheurs, facilitant la comparaison et la discussion autour des fossiles. Il encouragea aussi de nouvelles recherches ciblées sur ce qu'on appelait désormais les dinosaures, ce qui amplifia considérablement le rythme des découvertes et affina progressivement les connaissances. Cependant, la classification proposée par Owen ne fut pas parfaite ni définitive. Elle reflétait les connaissances limitées de l'époque, parfois fondées sur des fragments incomplets, et certaines hypothèses retenues aujourd'hui comme erronées. Par exemple, Owen associait les dinosaures à des animaux à sang froid, considérant qu'ils partagèrent des caractéristiques avec les reptiles modernes. Une interprétation qui serait profondément remise en cause plus tard. Cette introduction du terme « dinosaure » marque donc le début d'une aventure scientifique passionnante. Elle jette les fondements de la paléontologie des vertébrés en posant la question essentielle: comment intégrer ces formes fossiles disparues dans le grand arbre du vivant? Owen ouvrait ainsi la porte à toute une série d'enquêtes, analyses et débats qui animeront le monde scientifique pendant plus d'un siècle. Enfin, la création du groupe Dinosauria, sous l'impulsion d'Owen, illustre aussi la puissance de la science classique à organiser la connaissance. Une étape fondamentale avant l'apparition des méthodes modernes d'analyse phylogénétique qui révolutionneront plus tard la classification. Ce terme, simple en apparence, incarne donc une étape cruciale entre l'émerveillement face aux fossiles découverts et la compréhension scientifique systématique que l'on cherche aujourd'hui. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons les premières grandes découvertes concrètes et les espèces emblématiques comme l'iguanodon, le mégalosaurus et l'Ilaeosaurus, qui concrétisèrent et consolidèrent cette nouvelle vision des dinosaures. Ces spécimens devinrent les piliers originels du groupe Dinosauria, prenant vie dans les musées et les études, illustrant ainsi la naissance d'une science moderne née de ce simple mais puissant mot, dinosaure. Au sortir des premières analyses et de la création du terme dinosaure par Richard Owen en 1842, le monde de la paléontologie
entamait une étape fondamentale: la découverte, la description et la compréhension des grandes espèces fétiches qui allaient poser les bases solides d'une classification cohérente autour du groupe Dinosauria. Parmi ces premiers géants figurent 3 noms emblématiques, presque mythiques aujourd'hui: l'Iguanodon, le Megalosaurus et l'Ilaeosaurus. Ces découvertes majeures, ancrées dans un contexte scientifique dynamique, allaient servir d'icône à la fois scientifique et culturelle et révéler la nature extraordinaire de ces créatures disparues. Commençons par le Megalosaurus, une découverte particulièrement importante parce qu'elle est la première qui fut officiellement nommée et décrite scientifiquement. Identifié en Grande-Bretagne au début des années 1820, le Megalosaurus constituait le premier dinosaure à être reconnu comme un véritable reptile préhistorique de grande taille. Les fossiles retrouvés étaient constitués de fragments d'os, en particulier des os longs, une mâchoire partielle et des vertèbres. La difficulté de reconstituer l'animal entier à partir de ces morceaux fragmentaires était immense. Mais le Megalosaurus fut présenté comme un grand carnivore quadrupède, une image qui serait nuancée plus tard. Sa découverte suscita une grande curiosité et fut décrite dans un document scientifique majeur en 1824 par William Buckland, juriste et géologue, qui joua un rôle clé dans la reconnaissance de ces animaux disparus. Peu après, vint l'Iguanodon, découvert dans les années 1830 également en Angleterre. Ce dinosaure fut reconnu grâce à des dents fossiles remarquablement bien conservées, mais aussi des os fragmentaires, parmi lesquels un pouce caractéristique. L'Iguanodon fut un des premiers herbivores identifiés chez les dinosaures, montré comme un reptile géant au régime végétarien. Sa description suscita à nouveau enthousiasme et questions. Ses dents ressemblant à celles d'un iguane moderne expliquaient en partie son nom, mais ses proportions gigantesques nourrissaient l'imaginaire scientifique et populaire. Originairement pensé comme un animal quadrupède massif, les premières reconstructions imaginèrent même un pouce projeté en forme de corne ou d'arme offensive. Enfin, l'Ilaeosaurus, quant à lui, fut découvert par Gideon Mantell, un pionnier de la paléontologie britannique, spécialiste des fossiles du Sussex. Ce reptile herbivore, également d'envergure impressionnante, montre une particularité importante. Il possédait vraisemblablement une armure osseuse, ce qui le rapprochait des thyréophores, un groupe de dinosaures cuirassés. L'Ilaeosaurus prit une place particulière car il permit de diversifier le tableau des dinosaures en introduisant l'idée que tous n'étaient pas de grands carnivores ou de simples géants nus, mais pouvaient présenter des adaptations très variées, comme des plaques osseuses protectrices ou d'autres dispositifs défensifs. La constitution progressive du groupe Dinosauria, à partir de ces 3 exemples fondateurs, fut une aventure scientifique passionnante. Richard Owen, s'appuyant sur l'analyse comparative de leurs restes, regroupa ces espèces très différentes par leur taille, leur régime alimentaire ou leur morphologie, en une seule catégorie, représentant une lignée à part entière. Ce regroupement s'appuyait sur des caractéristiques anatomiques précises, par exemple, la structure du bassin qui distingue fondamentalement les dinosaures des autres reptiles, une disposition unique des membres sous le corps favorisant une posture active, et certaines spécificités osseuses relatives aux vertèbres et au crâne. Ces découvertes eurent également une immense résonance hors du cercle scientifique. Exposées dans les premiers musées d'histoire naturelle, accompagnées de squelettes reconstruits souvent à partir d'éléments dispersés, elles suscitèrent un véritable engouement. Ce fut la première fois que l'on envisageait que la Terre ait été habitée, avant l'apparition de l'homme, par des créatures aussi majestueuses et terrifiantes. Ces images contribuaient à bouleverser les conceptions traditionnelles,
renforçant l'idée d'une histoire longue et violente de la vie sur notre planète. Il faut également noter que ces premières espèces posèrent les bases d'une classification structurée, en distinguant clairement des types de dinosaures aux modes de vie variés, carnivores comme le Megalosaurus, herbivores comme l'Iguanodon, ou encore des dinosaures cuirassés comme l'Ilaeosaurus. La mise en place de ces distinctions fondamentales annonçait la future division entre les grands groupes de dinosaures. Cohen et ses successeurs chercheraient plus tard à affiner. Malgré l'excitation et le progrès, ces découvertes souffraient aussi des limites de l'époque. Les squelettes étaient souvent incomplets, les méthodes de reconstitution rudimentaires et la compréhension anatomique encore fragile. Les premières images des dinosaures étaient parfois fantaisistes, mêlant hypothèses et tâtonnements, mais elles restaient un pas monumental vers une meilleure connaissance. Chaque nouveau fossile venait enrichir la mosaïque, permettant aux scientifiques de mieux comprendre la diversité et l'évolution des dinosaures. Ainsi, le trio formé par l'Iguanodon, le Megalosaurus et l'Ilaeosaurus incarna la pierre angulaire de l'aventure scientifique du XIXe siècle. Le groupe Dinosauria prenait forme, non plus comme une simple curiosité, mais comme une catégorie scientifique rigoureuse, fondée sur des critères anatomiques partagés et une vision d'ensemble cohérente. Ce travail rayonna bien au-delà des frontières britanniques, inspirant de nouvelles fouilles ailleurs dans le monde et préparant le terrain à la grande période d'exploration paléontologique qui allait suivre, notamment en Amérique du Nord. Cette étape exemplifie comment, à partir de fragments épars, la science peut construire des connaissances solides, nourries par l'observation, la comparaison et l'interprétation rigoureuse. Les premières grandes découvertes posèrent ainsi les bases indispensables à la compréhension plus complète et nuancée que la paléontologie moderne continue d'élaborer encore aujourd'hui. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans la spectaculaire guerre des os qui opposa deux figures clés de la paléontologie américaine, Othniel Marsh et Edward Cope, une rivalité qui allait entraîner une explosion des découvertes et des reconstitutions, complexifiant encore la classification des dinosaures et captivant l'attention du monde entier. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la paléontologie prit un tournant spectaculaire avec le passage du centre de gravité des découvertes à l'Amérique du Nord. C'est dans les vastes territoires encore sauvages des États-Unis que s'engagèrent des fouilles intensives, révélant un véritable trésor de fossiles, particulièrement dans le cadre géologique connu sous le nom de formation de Morrison, riche en restes de dinosaures. Mais ce qui allait surtout marquer cette période, c'était la rivalité féroce et épique entre deux personnages emblématiques de la paléontologie américaine, Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope. Cette confrontation, surnommée la guerre des os, eut des répercussions profondes sur la recherche paléontologique et la classification des dinosaures. Othniel Marsh et Edward Cope étaient tous deux des scientifiques passionnés, mais aussi des figures très compétitives, souvent animées par un désir personnel de gloire et de reconnaissance. Chacun détint un réseau de collaborateurs, d'explorateurs, et bénéficiait de financements conséquents, souvent issus d'universités prestigieuses ou de mécènes privés. Leur rivalité se traduisait par une course à la découverte, à la description et à la publication de nouveaux fossiles, dans une atmosphère parfois exagérément conflictuelle qui dépassait le seul cadre scientifique. Les fouilles entreprises par leurs équipes respectives se concentraient sur le Colorado, le Wyoming, le Montana et d'autres territoires riches en spectaculaires ossements. Leurs expéditions rapportèrent une quantité impressionnante de fossiles, parmi lesquels de nombreuses nouveautés, squelettes partiels ou presque complets, os isolés, empreintes,
qui allait rapidement enrichir la compréhension de la diversité des dinosaures et bouleverser les idées anciennes, héritées d'Europe. Marsh est notamment célèbre pour avoir décrit des dinosaures tels que le Stegosaurus, avec ses plaques osseuses caractéristiques sur le dos, ou encore l'Apatosaurus, un gigantesque sauropode quadrupède. Cope, de son côté, découvrit plusieurs espèces importantes, parmi lesquelles le célèbre Allosaurus, un grand dinosaure carnivore, ainsi que des spécimens de cératopsiens, groupe de dinosaures herbivores avec des cornes. Au cœur de cette guerre des os se trouvait non seulement la compétition scientifique, mais aussi des erreurs, des approximations, voire des coups bas. L'intense désir de surpasser l'adversaire conduisait parfois à des descriptions hâtives ou à des classifications contestables. Par exemple, Marsh décrivit le Brontosaurus, qui sera au cœur de nombreuses controverses, tandis que Cope s'illustra avec des interprétations problématiques, parfois baptisant à tort des échantillons fragmentaires comme de nouvelles espèces. Cette rivalité stimulait cependant l'avancée des connaissances comme rarement auparavant. Le véritable Eldorado paléontologique américain permit la mise au jour d'une extraordinaire diversité de dinosaures, dévoilant des formes jusque-là inconnues, allant des énormes sauropodes aux redoutables théropodes jusqu'aux petits ornithopodes. Le nombre de spécimens découverts et décrits fit progresser significativement la compréhension de la variation morphologique, des modes de vie potentiels et des caractéristiques communes permettant une classification plus affinée. Mais les conséquences dépassèrent aussi la sphère scientifique, puisque cette compétition médiatisée attira l'attention du public. Des musées prestigieux s'enrichirent de ces squelettes impressionnants, permettant à une large audience d'admirer ces fossiles géants, parfois montés en posture dynamique. Cette popularisation fut un moteur puissant pour encourager d'autres explorations et accroître les recherches scientifiques. Du point de vue scientifique, la guerre des os contribua à affiner les critères de classification des dinosaures. Avec la multiplication des fossiles, il devint évident que certaines espèces initialement considérées comme distinctes étaient en réalité des variantes de la même, tandis que d'autres appartenaient à des familles complètement différentes. Ce processus engendra une profonde réflexion sur la nature des différences morphologiques, sur la variabilité intra-espèces et sur le rôle de la sexualité et de la croissance dans l'apparence des dinosaures. La controverse et la concurrence entre Marsh et Cope mirent également en lumière la nécessité d'une rigueur méthodologique accrue, d'une meilleure communication entre chercheurs et d'une codification sémantique des noms scientifiques. Ces expériences contribuèrent ainsi à professionnaliser la paléontologie, la rendant moins impulsive et plus systématique. En résumé, cette période d'intense activité, bien que marquée par des tensions et des rivalités virulentes, fut une étape cruciale pour la paléontologie. La guerre des os permit non seulement d'augmenter considérablement le nombre et la diversité des fossiles découverts, mais aussi de poser les jalons d'une classification plus rigoureuse et d'une véritable structuration scientifique du domaine. Elle symbolise la passion, parfois l'excès, mais surtout le formidable élan qui conduisit à l'essor spectaculaire des connaissances sur les dinosaures. Dans la section suivante, nous nous pencherons sur la découverte et la controverse majeure née autour du Brontosaurus, une icône préhistorique dont l'histoire riche en rebondissements illustre parfaitement les complexités et les défis de cette époque paléontologique mouvementée. À la fin du XIXe siècle, au cœur de l'effervescence paléontologique nord-américaine, une découverte remarquable allait bientôt devenir une véritable icône de la préhistoire, le Brontosaurus. Cependant, cette émergence médiatique et scientifique fut accompagnée de controverses intenses qui allèrent durer plus d'un siècle, symbolisant les complexités et défis intrinsèques à la science de la paléontologie naissante. Le Brontosaurus
dont le nom signifie littéralement « lézard tonnerre », du grec bronte, tonnerre, et sauros, lézard, fut décrit en 1879 par Othniel Charles Marsh lors de ses nombreux travaux d'exploration et de fouilles dans l'Ouest américain. Ce dinosaure colossal appartenait à la famille des sauropodes, caractéristiques par leur immense taille, leur long cou et leur posture quadrupède. Les premiers éléments de son squelette furent découverts dans le Wyoming, dans des couches géologiques datant du Jurassique supérieur, une époque où ces géants régnaient sur la Terre. Dès sa description, le Brontosaurus sembla incarner le stéréotype du dinosaure géant, immense, puissant et d'une silhouette distinctive. Pourtant, la reconstitution initiale présentait déjà des incertitudes, certains ossements manquants ou mal identifiés, provoquant des erreurs commises avec la meilleure volonté par Marsh et ses équipes. La structure du Brontosaurus fut longtemps confondue et ses restes partiellement mélangés avec ceux d'autres sauropodes, notamment l'Apatosaurus, une espèce décrite un peu plus tôt par le même Marsh. Cette confusion alla s'aggravant avec le temps. Dès 1903, plusieurs paléontologues commencèrent à remettre en question la validité du nom Brontosaurus, arguant que les fossiles attribués à cette espèce étaient en réalité ceux d'un Apatosaurus, déjà décrit sous un autre nom quelques années auparavant. Selon les règles de la nomenclature scientifique, en particulier le principe de priorité, le nom le plus ancien devait prévaloir, ce qui déclencha un débat houleux. Progressivement, la majorité de la communauté scientifique finit par considérer que le Brontosaurus n'existait pas en tant qu'espèce distincte, mais n'était qu'un synonyme de l'Apatosaurus. Cette décision fut relayée dans la littérature scientifique, conduisant à la disparition officielle du terme Brontosaurus dans les classifications reconnues et posant un cas fascinant d'étiquettes scientifiques invalidées après usage massif. Cependant, cette révision ne mit pas fin à la popularité du Brontosaurus dans la culture populaire et l'imaginaire collectif. Bien au contraire, ce nom frappant et évocateur continua à vivre dans les musées, les expositions, les livres pour enfants, les films et même sur le marché des jouets. Pour beaucoup, le Brontosaurus demeurait l'incarnation du dinosaure emblématique, parfois même plus connu que ses homologues scientifiquement reconnus. Cette dualité entre reconnaissance scientifique rigoureuse et succès culturel durable illustre bien les tensions fréquentes dans la représentation des dinosaures. L'histoire du Brontosaurus révèle également les défis de la reconstruction paléontologique. En raison de squelettes souvent incomplets, de fragments mêlés et d'interprétations évolutives des découvertes, il est souvent difficile de garantir une classification stable et définitive. Ce cas précis met aussi en lumière les progrès qui ont été réalisés dans les méthodes et outils d'analyse au fil du temps. Alors qu'au XIXe siècle, les descriptions s'appuyaient principalement sur la comparaison morphologique visuelle des os, les paléontologues du XXIe siècle bénéficient de méthodes plus sophistiquées, comme la tomographie, les analyses cladistiques informatiques ou l'étude des microstructures osseuses. Ces techniques permettent aujourd'hui d'affiner la distinction entre espèces, confirmant ou infirmant des hypothèses anciennes. Fait intéressant, au XXIe siècle, des analyses récentes ont remis en cause la synonymie stricte entre Brontosaurus et Apatosaurus, suggérant qu'il pourrait s'agir de genres distincts après tout, ravivant certaines discussions entamées plus de 100 ans auparavant. Cette résurgence du Brontosaurus dans le débat illustre la nature dynamique de la science, toujours en mouvement, toujours prête à revisiter ses certitudes face à de nouvelles données. La controverse autour du Brontosaurus a par ailleurs eu une influence majeure sur la manière dont les paléontologues communiquent sur leurs découvertes. La prudence et la rigueur sont désormais mises en avant
pour éviter des erreurs publiques, tout en cherchant à préserver l'intérêt du grand public à travers des récits accessibles et inspirants. En résumé, la découverte du Brontosaurus, suivie de la controverse sur son identité, incarne parfaitement la complexité et la richesse de la paléontologie. Elle rappelle que cette science est une quête permanente, guidée par l'observation, la critique, mais aussi par un imaginaire collectif profondément attaché à ces géants disparus. Ce paradoxe entre précision scientifique et fascination populaire continuera d'accompagner l'étude des dinosaures dans les décennies à venir. Dans la section suivante, nous explorerons comment ces premières erreurs de reconstitution, notamment la confusion entre le Brontosaurus et l'Apatosaurus, ont façonné non seulement la classification scientifique, mais aussi la culture populaire, impactant durablement la représentation des dinosaures dans notre société. Au tournant du XXe siècle, alors que la paléontologie cherchait encore à comprendre pleinement la nature des dinosaures, un problème récurrent et particulièrement visible concernait la reconstitution des fossiles. Ces travaux représentaient un véritable défi, puisque la plupart des squelettes découverts étaient incomplets, parfois fragmentaires, et provenaient souvent de différents individus rassemblés de manière imparfaite. Le cas du Brontosaurus, confondu longtemps avec l'Apatosaurus, illustre parfaitement ces difficultés et les conséquences qu'elles eurent tant sur la science que sur l'imaginaire populaire. La première difficulté résidait dans le fait que les fossiles étaient rarement retrouvés en position complètement articulée. Les ossements étaient probablement dispersés par l'érosion, le transport par l'eau ou l'activité d'autres animaux, ce qui obligeait les paléontologues à rassembler des pièces disparates pour composer un squelette proche du modèle original. Cela impliquait un important travail d'interprétation et un certain degré de spéculation. Dans certains cas, des os d'individus distincts pouvaient être assemblés par erreur, comme appartenant au même spécimen. Dans le cas fameux du Brontosaurus, cette problématique fut exacerbée. En effet, Othniel Marsh, dans les années 1870, récupéra des ossements fossiles appartenant à deux genres apparentés, l'Apatosaurus et un autre qu'il nomma Brontosaurus. Cependant, les premiers squelettes montés pour exposition muséale amalgamèrent des parties provenant des deux genres sans distinction claire. Par exemple, la tête attribuée au Brontosaurus était en réalité celle d'un Camarasaurus, un autre dinosaure sauropode, car le crâne du Brontosaurus complet n'avait pas été trouvé au moment du montage. Cette confusion à la reconstruction, bien qu'involontaire, contribua à pérenniser une image scientifique erronée, longtemps reprise par les musées, les médias et la culture populaire. La représentation du Brontosaurus avec une tête inadaptée, une posture fixe et d'autres éléments mal ajustés influença plusieurs générations de paléontologues amateurs et passionnés. Elle permit aussi de façonner une figure iconique du dinosaure géant que chacun pouvait facilement reconnaître, même si cette image ne correspondait pas exactement aux faits scientifiques. Plus largement, cette époque fut marquée par des erreurs récurrentes liées à la rareté des fossiles complets et à la jeunesse des méthodes paléontologiques. On pensait souvent que les dinosaures étaient des reptiles massifs, à sang froid, au mouvement lent, ce qui conduisait à les représenter souvent comme des créatures quasiment amphibies, pataudes, voire chancelantes. Ces erreurs d'interprétation nuisaient à la compréhension précise de leur écologie et de leur mode de vie. Les premiers squelettes montés en exposition muséale reflétaient ces lacunes. Ils étaient souvent posés de manière statique et rigide, avec la queue traînant au sol et la tête baissée, renforçant une image de bestiole lourdaude plutôt que d'animal actif et dynamique. Ce n'est qu'au fil des décennies, avec des découvertes plus complètes et surtout avec l'amélioration des techniques de préparation,
que la posture et l'allure des dinosaures furent révisées vers des formes plus réalistes, tenant compte de leur musculature probable ou de la dynamique du déplacement. Ces erreurs eurent des impacts durables sur la culture populaire, où l'image des dinosaures devint d'abord celle de monstres énormes, parfois maladroits, capturant l'imaginaire collectif à travers les récits, les livres pour enfants, les illustrations et, plus tard, le cinéma. Si cette représentation apporta une popularité énorme aux dinosaures, elle freina aussi la diffusion de connaissances plus justes, notamment sur leur diversité comportementale et écologique. Pour autant, ces premières reconstructions, bien qu'imparfaites, furent indispensables au développement de la paléontologie. Elles montrèrent la nécessité de recourir à des méthodes plus rigoureuses. Par exemple, le recours à l'étude comparative avec des animaux actuels proches, la recherche systématique de squelettes plus complets et surtout la prudence dans l'assemblage des restes. Ces expériences contribuèrent à la formation progressive d'un véritable savoir-faire professionnel, où la rigueur scientifique supplanta peu à peu la simple spéculation. En conclusion, les reconstitutions erronées du Brontosaurus et la confusion avec l'Apatosaurus démontrent combien la paléontologie est une discipline en perpétuelle évolution, confrontée à la difficulté d'interpréter un passé lointain à partir d'indices fragmentaires. Ces erreurs, si elles ont parfois ralenti la progression des connaissances ou véhiculé des idées fausses, ont aussi contribué à faire grandir cette science, en incitant à l'amélioration constante des méthodes et en nourrissant un intérêt populaire immense. Dans la prochaine section, nous aborderons les critères classiques qui ont été utilisés pour classifier ces animaux fascinants, notamment la morphologie du bassin, la structure des membres, la forme des dents et les caractéristiques principales qui ont permis d'organiser la diversité des dinosaures en groupes distincts. L'histoire de la classification des dinosaures est intrinsèquement liée au développement progressif des critères anatomiques sur lesquels les scientifiques pouvaient s'appuyer pour différencier, regrouper et comprendre ces créatures éteintes depuis des millions d'années. Une fois les premières espèces mises au jour et nommées, les paléontologues du XIXe siècle durent confronter un défi fondamental. Comment agencer ces êtres variés au sein d'un système cohérent, permettant de mieux saisir leurs relations évolutives et leur place dans le règne animal? Pour cela, plusieurs critères morphologiques furent utilisés de façon classique et fondent encore en partie les bases des classifications modernes. Parmi ceux-ci, la forme du bassin, la structure des membres, la dentition, ainsi que d'autres caractéristiques physiques principales, jouèrent des rôles déterminants dans l'organisation taxonomique des dinosaures. Commençons par la forme du bassin, un trait crucial pour distinguer les grandes divisions des dinosaures. L'anatomie du bassin comporte plusieurs os essentiels, l'ilium, l'ischium et le pubis, dont la disposition relative révèle des patterns incontournables. Ces os forment la base d'appui du tronc et la connexion avec les membres postérieurs, donnant des indices sur la posture et la locomotion. L'étude de ces structures permit d'identifier deux sortes principales de dinosaures selon une bipartition anatomique majeure, les Saurischia et les Ornithischia. Ce terme, signifiant respectivement bassin de lézard et bassin d'oiseau, reflète une différence dans l'orientation du pubis. Chez les Saurischia, le pubis s'oriente vers l'avant, semblable à celui des reptiles modernes, tandis que chez les Ornithischia, il s'oriente vers l'arrière, plus proche de la configuration observée chez les oiseaux. Cette distinction fut révolutionnaire, car elle apportait un cadre structuré, fondé sur une caractéristique squelettique stable, pour classer les dinosaures en deux groupes contrastés. Au-delà du bassin, les membres fournissent également de riches informations. La morphologie des membres postérieurs et antérieurs révèle beaucoup sur le mode de vie des dinosaures,
bipédie ou quadrupédie, vitesse de déplacement, capacité de manipulation. Par exemple, chez certains théropodes, les membres antérieurs sont réduits mais très spécialisés, munis de griffes puissantes, adaptés à la chasse. D'autres sauropodes possèdent des membres massifs et en colonne, aptes à soutenir un poids colossal. La longueur relative des os, la forme des articulations, et même la présence de structures osseuses particulières, comme des épines neurales, sont autant de critères qui nourrissent la classification. La dentition, quant à elle, est un autre critère fondamental, aussi bien pour la taxonomie que pour la compréhension des régimes alimentaires. Les dents des dinosaures varient fortement selon leur écologie. Dents pointues et acérées chez les carnivores pour découper la viande, dents plates, couronnées ou en forme de feuilles chez les herbivores pour broyer la végétation. Ces différences permettent de définir des groupes alimentaires distincts, ce qui rejoint aussi la division entre carnivores et herbivores, évoquée dès les premières découvertes. Certaines caractéristiques spécifiques, comme la présence ou non de plaques osseuses, de cornes ou de crêtes, participent aussi à la différenciation des sous-groupes. Les dinosaures cuirassés et blindés, par exemple, se distinguent par des structures osseuses intégrées à leur peau, tandis que les cératopsiens exhibent des cornes remarquables. L'ensemble de ces traits, observés et comparés minutieusement, est venu construire les clés d'identification utilisées encore aujourd'hui. Dès le XIXe siècle, ces critères morphologiques furent mis en œuvre pour dresser des arbres de parenté provisoires, donnant naissance à ce que l'on appellera plus tard la phylogénie. Ils permirent également d'établir des familles et des catégories hiérarchisées, même si les outils et méthodes d'analyse étaient encore rudimentaires. Il faut souligner cependant que cette classification classique reposait principalement sur des observations directes et qualitatives, ce qui pouvait entraîner parfois des erreurs d'interprétation, notamment lorsque les fossiles étaient incomplets ou déformés. La compréhension fine des variations au sein d'une même espèce, par exemple dues à l'âge ou au sexe, restait difficile. Toutefois, cette étape fut indispensable pour poser un cadre structuré, base indispensable de toute étude ultérieure. Ce système fondé sur la morphologie du squelette, des membres et des dents, a ainsi jeté la pierre angulaire des avancées modernes. Il a permis à la paléontologie de dépasser la simple collecte d'ossements exotiques pour affirmer une systématique robuste, qui continue d'être affinée avec les techniques actuelles. Dans la prochaine section, nous aborderons plus en détail la grande division des dinosaures en Saurischia et Ornithischia, en explorant leurs distinctions anatomiques, leurs implications évolutives, et comment cette distinction a façonné toute la classification dinosaurienne jusqu'à aujourd'hui. Au fil des décennies suivantes, la création du terme dinosaure et la première constitution du groupe Dinosauria, une classification fondamentale, fit son apparition, bouleversant la manière dont les scientifiques concevaient la diversité de ces animaux préhistoriques. La division majeure entre les Saurischia et les Ornithischia. Cette séparation, basée principalement sur la morphologie du bassin, permit de structurer l'immense variété des dinosaures en deux grands ensembles aux ramifications évolutives distinctes qui influenceraient durablement la recherche paléontologique. L'idée de distinguer ces deux groupes remonte à Richard Owen, qui observa dès 1842 que les dinosaures pouvaient être différenciés selon la configuration de leur bassin. Plus précisément, il s'intéressa à l'orientation des os du bassin. Le pubis, élément osseux jouant un rôle important dans la suspension des muscles, et la posture, adoptent des positions différentes d'un groupe à l'autre. Chez les Saurischia, littéralement bassin de lézard, le pubis est généralement orienté vers l'avant et vers le bas, à l'image des reptiles classiques. Ce groupe rassemble des dinosaures très variés.
notamment les théropodes, ces bipèdes carnivores célèbres comme le Tyrannosaurus rex, ainsi que les sauropodes, les fameux géants quadrupèdes au long cou, comme l'Apatosaurus ou le Diplodocus. Cette morphologie du bassin correspond souvent à une posture active, avec des membres placés directement sous le corps, permettant un mouvement efficace et soutenu. Les Ornithischia, en revanche, se caractérisent par un bassin d'oiseau, où le pubis est orienté vers l'arrière, en parallèle avec le pubis ischiatique, un agencement plus proche chez eux des oiseaux modernes, même si ces derniers descendent en réalité des théropodes saurichiens. Cette orientation particulière suggère des différences dans la musculature et la posture, souvent associées à des animaux herbivores moins rapides, mais mieux adaptés à la digestion de la végétation. Les ornithischiens comprennent plusieurs groupes célèbres, tels que les hadrosaures, dinosaures à bec de canard, les cératopsiens avec leurs collerettes et leurs cornes, ainsi que les thyréophores, les dinosaures cuirassés comme le stégosaurus ou l'ankylosaurus. Cette division ne se limitait pas à la seule forme du bassin, elle s'étendait aussi à d'autres traits morphologiques. Par exemple, les dents des ornithischiens sont souvent adaptées à un régime strictement herbivore, avec des surfaces plates et complexes pour broyer la matière végétale, tandis que les saurichiens théropodes possèdent des dents tranchantes et pointues, adaptées à la prédation. De plus, les ornithischiens présentent régulièrement des ornements osseux externes, comme des plaques, des pointes ou des becs cornéens, qui manquent généralement chez les saurichiens. La reconnaissance de cette grande dichotomie permit non seulement de mieux comprendre les relations évolutives entre les dinosaures, mais aussi d'interpréter leurs adaptations écologiques et comportementales. Elle montrait combien la diversité morphologique observée reflétait des modes de vie très différents, de géants herbivores quadrupèdes à rapides prédateurs bipèdes. Toutefois, la classification Saurischia-Ornithischia ne fut pas sans controverse, notamment à cause des débats sur la phylogénie et la relation avec les oiseaux. Par exemple, l'origine aviaire des oiseaux modernes fut longtemps attribuée aux théropodes saurichiens, ce qui posait la question de savoir pourquoi les ornithischiens possédaient un bassin d'oiseaux, similaire sans lien direct avec les oiseaux eux-mêmes. Ce paradoxe anatomo-évolutif alimenta des réflexions et des recherches qui perdurent encore aujourd'hui, avec des propositions récentes remettant en cause certaines branches traditionnelles de la classification. L'apparition de cette grande division fut également un moteur pour l'émergence de nouvelles méthodes d'analyse systématique, encourageant l'étude comparative approfondie et la recherche de caractères homologues, c'est-à-dire des traits hérités d'un ancêtre commun. Ces travaux amorcèrent le développement des arbres phylogénétiques, outils indispensables pour reconstituer l'histoire évolutive des groupes concernés. Enfin, la distinction Saurischia-Ornithischia eut un impact considérable dans la diffusion des connaissances auprès du grand public et dans la culture populaire. Ces deux grands groupes devinrent des repères clairs pour représenter la diversité des dinosaures dans les musées, les livres et plus tard les films, permettant de structurer les récits autour des dinosaures herbivores d'un côté et des carnivores imposants de l'autre. Ainsi, la grande division entre Saurischia et Ornithischia marque une étape majeure dans l'histoire de la classification des dinosaures, offrant un cadre durable qui, malgré les évolutions et débats, reste central dans la paléontologie moderne. Cette séparation incarne la manière dont la science organise la diversité naturelle, posant des fondations solides pour nos compréhensions actuelles. Dans la section suivante, nous approfondirons l'évolution des méthodologies scientifiques, en évoquant comment les études de morphologie comparée ont progressivement été complétées et surpassées par des analyses statistiques et informatiques plus sophistiquées, enrichissant considérablement la classification et la phylogénie des dinosaures.
À mesure que le 19e siècle laissait place au 20e, la discipline de la paléontologie se professionnalisait et ses méthodes se diversifiaient et s'affinaient. Alors que les premières classifications reposaient essentiellement sur l'observation directe des fossiles et leur comparaison morphologique à d'autres espèces actuelles ou fossiles, la complexité croissante des découvertes imposa l'adoption de méthodologies plus rigoureuses, quantitatives et systématiques. L'évolution scientifique au sein de la paléontologie, en particulier pour l'étude des dinosaures, allait profondément transformer notre capacité à reconstituer fidèlement leurs liens de parenté et ajouter une dimension statistique à l'analyse. Dans les premiers temps, les chercheurs s'appuyaient sur la morphologie comparée, méthode consistant à examiner attentivement la forme, la taille, les structures osseuses et dentaires des fossiles, puis à les comparer aux animaux connus à l'époque. Cette approche qualitative permit de distinguer des groupes, de nommer des espèces et de dégager des caractéristiques communes. Toutefois, les limites de cette méthode devenaient rapidement évidentes. L'interprétation restait subjective et la variabilité intraspécifique pouvait être confondue avec une différence spécifique. Par exemple, les différences observées entre jeunes et adultes, mâles et femelles, étaient souvent mal comprises, donnant lieu à une inflation du nombre d'espèces décrites. Avec l'augmentation du nombre de fossiles disponibles et la diversification des espèces connues, les paléontologues commencèrent à intégrer des méthodes plus objectives et mesurables. L'introduction des mesures statistiques permit la comparaison précise des proportions osseuses, la quantification des variations morphologiques et la reconnaissance de regroupements naturels d'individus partageant des caractéristiques communes. Grâce à cette approche quantitative, on put réduire les erreurs d'interprétation basées sur des différences superficielles ou accidentelles. Parallèlement, la systématique phylogénétique émergea comme une discipline novatrice, introduisant l'idée d'organiser les espèces en fonction de leurs relations évolutives, réelles, et non simplement de leurs ressemblances visibles. Ce modèle, influencé par les travaux de Willy Hennig au milieu du XXe siècle, privilégiait la construction d'arbres phylogénétiques basés sur l'identification de caractères dérivés partagés, c'est-à-dire des traits hérités d'un ancêtre commun et unique à un groupe, afin de refléter une histoire évolutive authentique. L'usage d'outils informatiques permit d'automatiser ces analyses, produisant des cladogrammes en évaluant des matrices de caractères morphologiques et autres données. Ces méthodes statistiques améliorèrent grandement la précision des classifications, en intégrant d'innombrables critères simultanément, tout en tenant compte de l'incertitude et des variations possibles. En outre, la découverte de nouveaux fossiles plus complets, combinée à l'examen des tissus osseux au microscope et plus tard à l'aide d'outils comme la radiographie et la tomographie, permit d'affiner encore davantage les critères d'analyse. L'approche multimodale devint la norme, mettant en corrélation morphologie externe, structures internes et parfois même traces chimiques ou moléculaires conservées dans les fossiles. Ce virage méthodologique ne fut pas exempt de débats, certains chercheurs étant tout d'abord réticents à abandonner les méthodes classiques qualitatives, jugées plus intuitives, face aux outils statistiques jugés abstraits ou complexes. Néanmoins, cette évolution fut indispensable pour faire face aux enjeux posés par la diversité spectaculaire et la richesse du registre fossile des dinosaures. L'un des grands apports de cette modernisation fut la capacité à tester explicitement des hypothèses d'évolution et à resituer les dinosaures dans un cadre évolutif global. Plus encore, la synthèse entre les données morphologiques, paléoécologiques et parfois comportementales consolida une image d'ensemble bien plus riche et dynamique des dinosaures, dépassant la vision figée et simpliste du passé. Enfin,
Cette méthodologie moderne prépare aussi le terrain pour intégrer des données issues d'autres disciplines connexes, comme la biogéographie, la paléoclimatologie, mais aussi la paléogénétique dans les cas exceptionnels, où l'analyse d'ADN fossile est envisageable. L'association de tous ces éléments permet de mieux comprendre non seulement qui sont les dinosaures, mais aussi comment ils ont vécu, évolué et interagi avec leur environnement. Ainsi, l'évolution méthodologique, partant de la simple observation comparée et aboutissant aujourd'hui à des analyses statistiques sophistiquées assistées par ordinateur, marque une révolution copernicienne dans la classification des dinosaures. Cette transformation a rendu possible des avancées impressionnantes, affinant sans cesse la compréhension que nous avons de ces êtres éteints, tout en conservant toujours un regard critique et ouvert, essentiel à toute démarche scientifique. Dans la section suivante, nous découvrirons comment la découverte de nouveaux sites fossilifères majeurs, comme ceux de la Mongolie ou de l'Argentine, a enrichi cette évolution méthodologique, apportant des fossiles inattendus et ouvrant de nouveaux horizons dans la taxonomie et la compréhension des dinosaures. Au cours du XXe siècle, la paléontologie des dinosaures franchit une nouvelle étape lorsque des sites fossilifères majeurs furent découverts en dehors des traditionnels terrains eurasiatiques et nord-américains. L'exploration de régions auparavant peu étudiées, notamment la Mongolie en Asie centrale et l'Argentine en Amérique du Sud, révéla une diversité inattendue de dinosaures et enrichit considérablement la connaissance de leur évolution, de leur morphologie, mais aussi de leur écologie. Ces découvertes eurent également un impact majeur sur la classification des dinosaures, obligeant les scientifiques à revoir leurs cadres établis et à intégrer de nouvelles espèces aux caractéristiques souvent surprenantes. La Mongolie, notamment grâce aux travaux dans le désert de Gobi à partir des années 1920, puis plus intensément dans les années 1960 et 1970, devient un véritable Eldorado paléontologique. Ce vaste désert aride recèle un gisement exceptionnel de fossiles presque complet, permettant de nombreuses reconstitutions précises. Parmi les découvertes remarquables, on compte le Vélociraptor, ce petit théropode carnivore rendu célèbre par la culture populaire, mais aussi d'autres espèces comme le Protocératops, un dinosaure à collerette, ou encore des dinosaures oviraptoriens aux affinités incertaines. Ces fossiles de la Mongolie apportèrent un éclairage précieux sur la diversité morphologique des théropodes, avec notamment des formes plus graciles, véloces et parfois dotées de plumes fossilisées, éléments qui contribuèrent à modifier profondément la vision traditionnelle des dinosaures comme de simples reptiles lourds et lents. Ces découvertes alimentèrent aussi les débats sur l'origine des oiseaux, un sujet qui fait désormais partie intégrante de la classification et de la compréhension évolutive des dinosaures. De l'autre côté du globe, en Argentine, des explorations dans les formations géologiques du Jurassique et du Crétacé révélèrent des dinosaures titanesques, découverts à travers des squelettes parfois presque complets. Ces espèces sud-américaines, telles que Argentinosaurus ou Giganotosaurus, figurent parmi les plus grands dinosaures connus. Leur particularité et leur grandeur exceptionnelle reproduisirent également l'attention des scientifiques sur la dynamique évolutive des sauropodes et des théropodes géants. L'importance des fossiles argentins réside également dans leur ancienneté relative et leur singularité biogéographique, témoignant d'une évolution parallèle aux dinosaures de l'hémisphère nord. Leur étude permit ainsi d'élargir la perspective historique et géographique, illustrant une multiplicité d'îlots évolutifs et d'adaptations temporelles. Ces découvertes issues de la Mongolie et de l'Argentine, ainsi que d'autres régions encore moins connues, contribuèrent à complexifier la classification des dinosaures, en montrant que les critères établis précédemment
ne pouvaient suffire à rendre compte de cette immense diversité. Elles permirent la constitution de nouveaux clades, groupes d'organismes partageant un ancêtre commun, et la reconnaissance d'innovations évolutives qui étaient jusque-là inconnues. Par ailleurs, l'abondance et la qualité exceptionnelle des fossiles retrouvés dans ces sites ouvrirent la voie à des études plus fines sur la croissance des individus, leur anatomie fonctionnelle, leur comportement potentiel, ainsi qu'à des analyses paléoécologiques sophistiquées qui repositionnèrent les dinosaures dans leur environnement réel. En somme, l'apport de ces sites majeurs marqua une étape cruciale dans la paléontologie moderne. Ils illustrèrent comment la découverte de nouveaux fossiles pouvait révolutionner les conceptions, imposer de nouvelles classifications et enrichir notre compréhension de la complexité du vivant ancien. Dans la section suivante, nous envisagerons l'impact des évolutions technologiques, telles que la radiographie, la tomographie et les analyses d'ADN fossiles, qui sont venues compléter les méthodes traditionnelles et repousser encore les frontières de la connaissance sur les dinosaures. À mesure que la paléontologie progressait, les avancées technologiques ont joué un rôle déterminant dans la transformation de cette discipline, en particulier dans l'étude des dinosaures. Longtemps, les recherches reposaient presque exclusivement sur l'observation directe des fossiles visibles, souvent après une préparation méticuleuse et parfois laborieuse. Cependant, l'apparition d'outils innovants comme la radiographie puis la tomographie, ainsi que les tentatives d'analyse de l'ADN fossile, ont radicalement modifié la manière dont les scientifiques pouvaient explorer, analyser et comprendre ces vestiges d'un monde disparu. La radiographie, introduite au début du XXe siècle, permit d'observer l'intérieur des fossiles sans les endommager, révélant des structures internes invisibles à l'œil nu. Cette technique a offert la possibilité d'examiner la densité osseuse, l'organisation des tissus en croissance, ainsi que les fractures ou pathologies qui avaient pu affecter les dinosaures. Par exemple, grâce à la radiographie, les chercheurs purent mieux comprendre la croissance osseuse et déceler si certains ossements avaient subi des stress particuliers, ce qui renseignait sur la vie, la santé et l'activité de ces animaux. Le développement de la tomographie, notamment la tomodensitométrie, scanner, a constitué un saut technologique majeur. Cette méthode crée une série d'images, en coupe fine, permettant de reconstruire un modèle en 3 dimensions de l'intérieur des fossiles, avec une résolution impressionnante. Les paléontologues peuvent ainsi étudier la structure osseuse interne, la forme des cavités cérébrales, les canaux vasculaires, voire l'agencement des dents ou la microstructure biologique, sans fragiliser les précieux spécimens. Ces visualisations en 3D facilitent aussi la reconstitution virtuelle des squelettes, l'analyse fonctionnelle des mouvements possibles et la simulation de différents scénarios de vie. La tomographie a donc non seulement enrichi la description anatomique classique, mais elle a ouvert les portes à la paléobiologie fonctionnelle et à une meilleure compréhension de l'évolution des dinosaures. L'analyse de l'ADN fossile, quant à elle, représente un domaine beaucoup plus complexe et controversé. En théorie, retrouver des fragments d'ADN dans des fossiles permettrait d'établir des liens génétiques directs, de dater les divergences évolutives avec plus de précision, voire de ressusciter virtuellement certaines caractéristiques perdues. Or, parmi les milliards d'années écoulées depuis leur extinction, les macromolécules d'ADN ont tendance à se dégrader rapidement dans la plupart des environnements. Néanmoins, grâce au progrès de la biotechnologie et des techniques de séquençage à haut débit, quelques études ont revendiqué la récupération d'éléments moléculaires ou de protéines fossilisées, notamment dans des os de dinosaures exceptionnellement conservés. Bien que les résultats restent encore très débattus, ces travaux ouvrent un nouveau chapitre fascinant en paléogénétique qui pourrait compléter la classification morphologique
en s'appuyant sur des données moléculaires. Par ailleurs, la technologie moderne s'est aussi étendue aux outils numériques, avec la création de bases de données sophistiquées, la modélisation informatique et les techniques d'intelligence artificielle. Ces ressources permettent une analyse croisée massive de données morphologiques, géologiques et biologiques, facilitant ainsi la reconstitution phylogénétique à un niveau de détail encore inégalé. L'intégration de la technologie dans la paléontologie a donc non seulement permis de relever les limitations des méthodes traditionnelles, mais aussi d'élargir considérablement le champ d'investigation. À travers ces innovations, ce sont les visions sur les dinosaures qui ont gagné en complexité et en finesse, nourrissant une compréhension toujours plus profonde de leur anatomie, leur physiologie et leur histoire évolutive. Le prochain chapitre nous invite à revisiter une des espèces les plus emblématiques de cette histoire, le Brontosaurus, à la lumière des outils modernes et des débats contemporains autour de son statut scientifique. Une excellente illustration de la manière dont la technologie révolutionne notre regard sur des découvertes anciennes. L'histoire du Brontosaurus est emblématique non seulement à cause de la controverse classique autour de son identité, mais aussi parce qu'elle illustre parfaitement combien la paléontologie est une science en constante évolution, révisant ses propres conclusions au gré des nouvelles découvertes et des avancées technologiques. Depuis des décennies, le statut taxonomique du Brontosaurus, longtemps considéré comme un synonyme d'Apatosaurus, fait l'objet d'un débat renouvelé grâce aux progrès récents, notamment les analyses moléculaires et l'usage des outils modernes de phylogénie. Rappelons brièvement que le Brontosaurus fut initialement nommé par Othniel Marsh à la fin du XIXe siècle, à partir de fossiles issus du Jurassique supérieur nord-américain. Cependant, en 1903, une révision minutieuse suggéra que le Brontosaurus ne constituait pas un genre distinct, mais qu'il ne s'agissait en fait que d'une espèce d'Apatosaurus déjà décrite auparavant. Depuis lors, la quasi-totalité de la communauté scientifique déclara le Brontosaurus invalide, bien que le nom demeurât dans le vocabulaire populaire. Toutefois, cette conclusion reposait principalement sur une analyse morphologique classique, souvent limitée aux caractéristiques externes visibles des fossiles. Les techniques contemporaines, intégrant des méthodes moléculaires et statistiques avancées, permirent ces dernières années d'explorer plus finement les relations phylogénétiques entre ces sauropodes. Parmi ces approches, l'analyse des microstructures osseuses, une discipline appelée histologie fossile, offre une fenêtre sur la croissance, la densité et la composition osseuse qui peuvent varier significativement entre espèces. Par ailleurs, l'étude de protéomes fossiles, même si elle reste difficile sur des spécimens aussi anciens, apporte des informations moléculaires qui complètent les données morphologiques classiques. Une étude majeure, publiée en 2015, proposa ainsi une réévaluation complète des sauropodes diplodocidés, groupe auquel appartiennent Apatosaurus et Brontosaurus. En combinant un ensemble exhaustif de caractères anatomiques avec des analyses informatiques poussées, les chercheurs révélèrent que le Brontosaurus présente suffisamment de différences distinctives à plusieurs niveaux morphologiques, vertèbres, proportion des os, articulations, pour justifier son rétablissement comme genre distinct. Cette réhabilitation fit sensation, car elle redonnait vie à un nom particulièrement populaire et emblématique des dinosaures géants, tout en soulignant les limites des conclusions fondées exclusivement sur des critères morphologiques traditionnels. Cette remise en question scientifique suscita toutefois des réactions diverses dans la communauté. Certains spécialistes accueillirent favorablement cette nouvelle classification, mettant en avant l'importance de revisiter régulièrement les taxonomies avec des outils modernes. D'autres demeurèrent prudents,
insistant sur la nécessité d'obtenir davantage de preuves, notamment via des analyses moléculaires complémentaires ou la découverte de nouveaux fossiles mieux conservés. Le débat met en lumière un aspect fondamental de la paléontologie contemporaine. La classification des dinosaures n'est pas figée. Elle évolue avec la technologie et la découverte, intégrant des méthodologies pluridisciplinaires allant de la morphologie comparée à la génomique fossile, quand cela est possible, jusqu'à la modélisation informatique. Par ailleurs, la controverse autour du Brontosaurus est aussi un exemple d'interaction entre science et culture. Alors que le scientifique débat sur la validité d'un nom, le grand public continue de s'approprier ces figures en dehors des règles strictes de la nomenclature, mêlant parfois nostalgie et fascination. En conclusion, la réévaluation du statut du Brontosaurus illustre la dynamique actuelle de la paléontologie, caractérisée par une remise en perspective constante des données anciennes à la lumière des technologies nouvelles et un dialogue permanent entre hypothèses et preuves. Ce processus contribue non seulement à affiner nos connaissances sur l'arbre évolutif des dinosaures, mais aussi à garder vivante une discipline passionnante, ouverte aux surprises et aux défis. Dans la section qui suit, nous explorerons l'explosion des découvertes durant le Crétacé, une période riche en diversification des clades et en évolution florissante, qui marqua un âge d'or pour la paléontologie mondiale. Le Crétacé, dernière période de l'ère mésozoïque s'étendant d'environ 145 à 66 millions d'années avant notre ère, représente un véritable âge d'or dans l'histoire des dinosaures. C'est durant cette période que leur diversité connut une explosion remarquable, sous la forme d'une multiplication sans précédent de clades, de familles et de genres, reflétant une évolution complexe, rapide et adaptée à des environnements variés et changeants. En effet, les fossiles découverts dans les formations géologiques du Crétacé, répartis sur presque tous les continents, révèlent une profusion d'espèces et des formes aux morphologies particulièrement diverses, parfois parfaitement adaptées à des niches écologiques bien distinctes. Cette diversification est souvent interprétée comme la réponse des dinosaures à des pressions environnementales, changement climatique, apparition de nouvelles floraisons végétales, évolution des écosystèmes, favorisant l'émergence d'innovations biologiques et la spécialisation des groupes. Les familles de dinosaures s'enrichirent considérablement durant le Crétacé. Parmi les sauropodes, bien que moins dominants qu'au Jurassique, sont apparus des représentants aux proportions gigantesques, comme Argentinosaurus ou Dreadnoughtus, des titanesques herbivores qui marquent l'apogée de cette lignée. Quant aux théropodes, leur diversité explosa avec des familles comme les tyrannosauridés, qui comprenaient des prédateurs parmi les plus grands et mieux adaptés de la planète, ou les dromaeosauridés, petits carnivores agiles, souvent pourvus de plumes. Chez les ornithischiens, la variété s'accrut aussi de façon spectaculaire. Les hadrosauridés, ou dinosaures à bec de canard, devinrent parmi les herbivores les plus prolifiques dans plusieurs écosystèmes. Leur adoption de becs spécialisés et de dents complexes, reflétant une adaptation poussée à la consommation d'une grande diversité végétale. Les cératopsiens, avec leurs imposantes collerettes et leurs cornes variées, occupaient également une place prépondérante, tandis que les ankylosauridés poitèvres d'armure complète protègent efficacement des attaques de prédateurs. La multiplication de genres traduisait la sophistication des stratégies évolutives, adaptation morphologique, comportement social, stratégie de défense, mode de locomotion. On assiste à une diversification qui témoigne d'une radiation adaptative remarquable. Un phénomène où un ancêtre commun donne naissance à une multitude de formes adaptées à des environnements et des modes de vie variés. Cette explosion de découvertes fut notamment favorisée par le développement de fouilles paléontologiques dans des régions riches en sédiments du Crétacé,
comme le bassin de Hell Creek en Amérique du Nord, la formation de Kemkem en Afrique du Nord, ou les diverses formations crétacées en Asie et en Amérique du Sud. Ces sites ont offert des fossiles remarquablement complets, permettant une description précise et un aperçu relativement fidèle de la biodiversité de l'époque. Par ailleurs, cette période reste cruciale pour comprendre les événements aboutissant à l'extinction massive de la fin du Crétacé, qui signa la disparition de la plupart des dinosaures non aviens. L'étude minutieuse de la diversification crétacée donne donc des clés précieuses pour saisir la dynamique évolutive qui précédait ce bouleversement majeur. Au-delà de la simple identification des espèces, les avancées en phylogénie permirent d'organiser cette diversité foisonnante en groupes naturels, basés sur des caractères partagés et des relations évolutives réelles. La classification moderne tire beaucoup de ses racines dans cette exploration crétacée, qui servit de catalyseur à la construction des arbres de la vie pour ces reptiles géants. Dans l'ensemble, l'explosion des découvertes dans le Crétacé illustre parfaitement le potentiel de la paléontologie à reconstruire l'évolution et la biodiversité passée, à travers des découvertes qui ne cessent de renouveler notre vision des dinosaures. Dans la section suivante, nous aborderons la renaissance de la cladistique avec Willy Hennig et les arbres phylogénétiques, qui ont encore perfectionné la classification et la compréhension évolutive des dinosaures. Au cours du XXe siècle, la paléontologie des dinosaures fut profondément transformée par une révolution méthodologique majeure, connue sous le nom de cladistique, dont le père fondateur est le biologiste Willy Hennig. Cette approche, qui allait bouleverser la classification traditionnelle, fondée sur des similitudes superficielles, mettait en avant une conception phylogénétique rigoureuse des relations évolutives entre les organismes, offrant une perspective novatrice pour comprendre l'histoire de la vie sur Terre. Jusqu'alors, la classification des dinosaures, comme celle de nombreux groupes animaux, reposait souvent sur des critères morphologiques considérés isolément par grandes ressemblances externes. Ce système, dont les racines remontaient à Linné et à Darwin, établissait des groupes artificiels parfois peu cohérents, fusionnant parfois dans une même catégorie des êtres qui ne partageaient pas nécessairement un ancêtre commun immédiat. La cladistique surgit comme une réponse à ces limites, proposant une méthodologie objective et reproductible. Willy Hennig, dans son ouvrage Phylogenetic Systematics, publié en 1950, posa les fondements de cette nouvelle science. Il proposa de classer les organismes non pas selon leur ressemblance apparente, mais en regroupant ceux qui partagent des caractères dérivés exclusifs, c'est-à-dire des traits hérités d'un ancêtre commun et unique à un ensemble particulier. Cette méthode permet de reconstruire des arbres phylogénétiques, ou cladogrammes, qui représentent graphiquement ces liens de parenté. L'application de la cladistique à la paléontologie des dinosaures permit de réévaluer les relations entre les différentes espèces et groupes pour identifier clairement des lignées évolutives distinctes. Cette approche visa à rendre la classification plus conforme à l'histoire évolutionnaire réelle, plutôt qu'à des ressemblances dues à la convergence ou à des caractères primitifs conservés. Par exemple, l'analyse cladistique a aidé à mieux comprendre la diversité au sein des Saurischia et des Ornithischia, parfois en redéfinissant les sous-groupes traditionnels ou en révélant des affinités inattendues. Elle guida aussi les débats sur l'origine des oiseaux, en montrant que ces derniers descendent directement de certains théropodes saurichiens, une idée désormais largement acceptée. L'impact des arbres phylogénétiques construits selon cette méthode fut considérable. Ils devinrent des outils essentiels pour tester les hypothèses évolutives, comparer les morphologies et même intégrer des données issues des gènes
lorsque cela était possible. Ces arbres facilitèrent la communication entre scientifiques, en offrant une représentation claire et normalisée des relations. Avec le développement des ordinateurs, la cladistique bénéficia rapidement d'outils informatiques capables de traiter des centaines de caractères et des dizaines, parfois centaines, d'espèces simultanément, générant et comparant automatiquement différentes hypothèses phylogénétiques. Ces progrès ont rendu la recherche plus précise, tout en introduisant une dynamique critique et autocorrective dans la construction des classifications. Au-delà de la paléontologie, la révolution cladistique initiée par Willy Hennig a influencé l'ensemble des sciences biologiques. Elle a transformé la systématique, l'écologie évolutive, la biogéographie, tout en illuminant les tendances profondes de la biodiversité actuelle et passée. En résumé, la renaissance de la cladistique a offert à la paléontologie des dinosaures un cadre conceptuel et méthodologique moderne. Grâce aux arbres phylogénétiques, elle a permis de dépasser les limitations des approches descriptives anciennes, ouvrant la voie à une compréhension plus historique, plus scientifique et plus cohérente des origines, des relations et de la diversité des dinosaures. Dans la prochaine section, nous explorerons la révolution de la paléoécologie, qui enrichit l'étude des dinosaures en intégrant leurs comportements sociaux, leurs interactions et leur place dans les écosystèmes passés. Au cours du XXe siècle, la paléontologie a connu une révolution majeure avec l'émergence de la paléoécologie, une discipline qui dépasse la simple description des fossiles pour s'intéresser à la vie des organismes dans leur environnement ancien. Cette transformation méthodologique a profondément modifié la manière dont les dinosaures sont étudiés et compris, notamment en intégrant les comportements sociaux, qui étaient autrefois quasi invisibles dans l'enregistrement fossile. La reconnaissance que les dinosaures vivaient et interagissaient dans des écosystèmes complexes a ouvert une nouvelle ère d'approche scientifique, plus dynamique et plus riche. La paléoécologie postule que les fossiles ne sont pas seulement des restes isolés, mais qu'ils s'inscrivent dans des contextes géologiques, chimiques et biologiques précis, révélant des interactions entre espèces, modes de vie, climat et habitat. Ainsi, en étudiant la distribution spatiale et temporelle des fossiles, les sédiments qui les entourent, mais aussi les marques sur les os ou les traces d'activités conservées, les paléoécologues peuvent reconstituer des scénarios où les comportements sociaux prennent une place centrale. Un des tournants essentiels concernait la preuve croissante que certains dinosaures vivaient en groupes organisés. Par exemple, la découverte de sites où plusieurs individus d'une même espèce étaient fossilisés côte à côte suggérait des troupeaux ou des comportements sociaux complexes. Chez les hadrosaures, ces regroupements massifs indiquaient non seulement une vie sociale, mais aussi des stratégies de protection contre les prédateurs ou des comportements migratoires. La détection de nids de dinosaures, complétée par des œufs et des fossiles de juvéniles, permit également de mieux comprendre les stratégies de reproduction, de soins parentaux et la dynamique des populations. Certains sauropodes, bien que très grands, semblaient protéger leurs petits, ce qui témoigne d'un lien social plus développé que ce que l'on imaginait autrefois. Par ailleurs, des indices d'agressivité, comme des traces de morsures ou de combats entre individus, furent identifiés. Certains crânes de cératopsiens montrent des blessures cicatrisées, suggérant des confrontations sociales pour le territoire ou le choix des partenaires. Ces observations renforçaient l'idée que les dinosaures n'étaient pas de simples monstres solitaires, mais des animaux avec des interactions sociales complexes, évoluées et adaptatives. L'intégration des données paléoécologiques a aussi permis de mieux appréhender les niches écologiques que les dinosaures occupaient. Par exemple, la coexistence de plusieurs espèces herbivores, différenciées par la morphologie de leurs dents
ou de leur bec traduit une partition des ressources alimentaires, signe d'une compétition réduite et d'une sophistication écologique inédite. En parallèle, la cyanobactérie et l'analyse isotopique des fossiles ont permis de déduire des informations sur le climat, l'hydratation et les déplacements. Ces données montrent que certains dinosaures pouvaient réaliser de longues migrations, renforcer les communautés par des mécanismes sociaux sur des distances considérables. La révolution de la paléoécologie ouvre également la porte à l'étude des comportements, parfois déduits indirectement via des traces fossiles, empreintes de pas qui révèlent la démarche, la vitesse et la formation des groupes, ou encore les trous creusés qui attestent d'activités de nidification ou d'alimentation. Aujourd'hui, l'approche paléoécologique est indissociable de l'étude des dinosaures. Elle enrichit considérablement leur classification, car elle permet de mieux comprendre non seulement leur anatomie, mais aussi leur rôle dans leur environnement, leurs interactions et leur évolution. Loin d'être de simples êtres figés dans la pierre, les dinosaures apparaissent comme des animaux complexes, sociaux, capables d'adaptation comportementale avancée qui influencent leur dynamique évolutive. Dans la prochaine partie, nous verrons comment la découverte de liens profonds entre dinosaures et oiseaux a conduit à une transition majeure dans le paradigme scientifique sur la nature des dinosaures, modifiant durablement leur image et classification. Durant une grande partie de l'histoire de la paléontologie, les dinosaures ont été perçus comme d'imposants reptiles, lourds, lents et éteints, sans héritier. Cette vision classique, héritée principalement du XIXe siècle, a longtemps prévalu dans la communauté scientifique comme dans l'imaginaire populaire. Pourtant, un changement radical de paradigme s'est opéré à partir du milieu du XXe siècle, lorsque des découvertes et des analyses plus fines ont révélé un lien évolutif étroit entre certains dinosaures, en particulier les théropodes et les oiseaux modernes. Ce renversement a profondément modifié notre compréhension de la nature des dinosaures, les intégrant dans la grande histoire des vertébrés comme ancêtres directs des oiseaux. Cette transition scientifique a été amorcée grâce à la découverte de fossiles particulièrement bien conservés, notamment en Chine, dans des formations datant du Jurassique et du Crétacé inférieur. Ces spécimens révélaient des dinosaures recouverts de structures filamentaires, comparables à des protoplumes, une caractéristique jusque-là totalement inattendue. Des animaux comme le vélociraptor, célèbre prédateur agile, ou le microraptor, doté de plumes sur ses membres, ont ainsi offert des preuves tangibles, appuyant l'hypothèse d'un ancêtre commun aux oiseaux. Par ailleurs, les études anatomiques comparées soulignèrent de nombreuses similitudes entre les squelettes des oiseaux et certaines familles de dinosaures théropodes. La structure des os, en particulier le sternum creusé, permettant une attache musculaire puissante, la configuration des pattes arrière, la présence d'une clavicule fusionnée dite furcula ou fourchette, ainsi que des traits dentaires et crâniens partagés, renforcèrent l'idée d'une continuité évolutive directe. Le paléontologue John H. Ostrom fut un des pionniers à proposer, dans les années 1970, que les oiseaux ne sont rien d'autre que des dinosaures théropodes ayant survécu à la grande extinction. Cette théorie fut initialement controversée, mais elle gagna rapidement en popularité avec l'accumulation de preuves fossiles et anatomiques supplémentaires. Cette nouvelle compréhension redéfinit profondément la classification des dinosaures. Loin d'être un groupe éteint et isolé, ils forment un clade, dont une branche principale a donné naissance aux oiseaux. Cela implique que, d'un point de vue strictement scientifique, les oiseaux d'aujourd'hui sont des dinosaures modernes. Ce changement de paradigme eut aussi un impact culturel et éducatif, transformant la façon dont les dinosaures sont représentés dans les musées, les documentaires et les supports pédagogiques.
ont mis davantage l'accent sur leur nature active, agile, souvent à sang chaud, munie de plumes ou de structures apparentées, brisant l'image vieillie du reptile lourd et maladroit. De plus, cette hypothèse reçut un éclairage renforcé par les analyses génétiques et moléculaires qui comparaient les séquences d'ADN et les protéines entre oiseaux et autres reptiles, confirmant des liens de parenté très proches. Enfin, cette transition permit aussi de mieux comprendre les grandes innovations évolutives que les dinosaures théropodes ont accomplies. Le vol, le métabolisme élevé, des modes de reproduction plus sophistiqués. Ces éléments ouvrent des perspectives sur la dynamique évolutive et écologique au cours du Mésozoïque. Ainsi, le lien entre dinosaures et oiseaux marque une révolution majeure dans la paléontologie, bouleversant notre perception des dinosaures non comme des monstres disparus, mais comme des ancêtres directs des oiseaux actuels, partie intégrante de la continuité de la vie. Dans la section suivante, nous étudierons la classification moderne et la phylogénie, en mettant l'accent sur les outils informatiques, les bases de données et les réseaux collaboratifs qui permettent aujourd'hui d'approfondir encore notre compréhension des liens entre espèces. À l'aube du XXIe siècle, la classification des dinosaures connaît une véritable révolution grâce à l'intégration massive des outils informatiques, la création de bases de données spécialisées et l'émergence de réseaux collaboratifs internationaux. Ces avancées techniques et organisationnelles permettent d'affiner la phylogénie, c'est-à-dire l'arbre évolutif des dinosaures, en croisant, analysant et partageant une quantité colossale de données qui serait impossible à traiter autrement. Les outils informatiques modernes offrent la capacité de manipuler d'énormes matrices de caractères morphologiques, moléculaires et même comportementaux. Grâce à des logiciels spécifiques, les paléontologues peuvent réaliser des analyses cladistiques complexes, tester différentes hypothèses phylogénétiques et générer des arbres évolutifs reflétant les liens de parenté les plus probables au sein des dinosaures. Ces programmes permettent également d'évaluer la robustesse des conclusions, en utilisant des méthodes comme le bootstrap ou la permutation aléatoire, garantissant ainsi une hygiène scientifique rigoureuse. La constitution de bases de données centralisées constitue un autre pilier fondamental de cette modernisation. Des plateformes numériques, telles que le Paleobiology Database, recensent des milliers de spécimens, décrivent leurs caractéristiques morphologiques, contexte géologique, localisation géographique et âge stratigraphique. Ces banques de données facilitent non seulement la synthèse des connaissances dispersées à travers le monde, mais elles offrent aussi une ressource précieuse pour la génération automatique ou semi-automatique de classification et la détection de patterns évolutifs globaux. Par ailleurs, les réseaux collaboratifs fédérant chercheurs, institutions muséales, universités et centres de recherche internationaux favorisent un échange continu de données, d'idées et de résultats. Cette ouverture permet d'éviter les recherches isolées qui risqueraient de répéter des erreurs ou de réinventer la roue. Ces réseaux encouragent la transparence, la vérification croisée des découvertes et accélèrent la production scientifique. De nombreux projets collaboratifs, parfois multidisciplinaires, unissent paléontologues, informaticiens, biologistes évolutifs et géologues pour construire des arbres phylogénétiques toujours plus précis. L'utilisation combinée de ces outils a permis, par exemple, de découvrir des relations inattendues entre certains clades de dinosaures, d'identifier des familles auparavant méconnues, ou de mieux dater l'apparition de groupes spécifiques grâce à la corrélation des données stratigraphiques et morphologiques. Cette révolution numérique facilite aussi l'accès à la donnée pour un public plus large, qu'ils soient chercheurs débutants, étudiants ou curieux passionnés, via des interfaces web,
des publications en accès libre et des outils de visualisation interactive. Cela contribue à une démocratisation des savoirs et invite la communauté à participer activement à la recherche. Enfin, ces méthodes ne cessent de s'améliorer en intégrant les progrès en intelligence artificielle, apprentissage automatique et biométrie, permettant d'inférer des relations phylogénétiques à partir d'ensembles de données toujours plus complexes et hétérogènes. Ainsi, la classification moderne des dinosaures, portée par ces innovations informatiques et collaboratives, incarne une science vivante, ouverte et dynamique, capable d'ajuster continuellement ses modèles face aux nouveaux fossiles, données et technologies. Dans la prochaine section, nous analyserons comment la recherche asiatique et sud-américaine influence aujourd'hui la taxonomie actuelle, apportant des découvertes uniques qui continuent de remodeler notre perception de la diversité dinosaurienne. Au tournant du XXIe siècle, la recherche paléontologique menée en Asie et en Amérique du Sud a profondément renouvelé notre compréhension de la diversité et de la taxonomie des dinosaures. Ces régions, longtemps sous-explorées par rapport à l'Europe ou à l'Amérique du Nord, se sont révélées être des réservoirs exceptionnels de fossiles, apportant des découvertes majeures qui ont irrémédiablement modifié le paysage scientifique et les classifications établies. En Asie, notamment en Chine, la découverte de fossiles exceptionnellement bien conservés a permis de combler de nombreuses lacunes dans l'arbre évolutif des dinosaures. Les formations géologiques comme celle de Liaoning, dans la province du Liaoning, ont livré des spécimens avec des tissus mous fossilisés, ainsi que de nombreuses preuves directes d'organes externes, comme des plumes. Ces trouvailles ont confirmé et enrichi la théorie de la filiation entre certains dinosaures théropodes et les oiseaux, changeant radicalement la manière de définir des groupes comme les Maniraptora. La complexité de ces fossiles, souvent agrémentés de structures inédites, a fait apparaître de nouvelles espèces, conduisant à la création ou à la requalification de genres et de familles jusque-là méconnus. Par exemple, les oviraptorosauriens, un groupe de petits théropodes à bec court et souvent couverts de plumes, ont été largement documentés grâce à ces découvertes asiatiques, complexifiant les relations phylogénétiques au sein des théropodes carnivores. En Amérique du Sud, la recherche paléontologique s'est particulièrement intensifiée dans les bassins fossilifères d'Argentine, du Brésil ou de Patagonie. Ces territoires ont révélé une diversité étonnante de dinosaures, notamment des sauropodes titanesques et des théropodes impressionnants. La découverte d'espèces comme Argentinosaurus, considéré comme l'un des plus grands animaux terrestres ayant jamais existé, ou Giganotosaurus, un prédateur rivalisant en taille avec le célèbre Tyrannosaurus rex, a profondément enrichi notre compréhension des faunes du Crétacé. Ces fossiles sud-américains ont mis en lumière des lignées évolutives indépendantes et souvent endémiques, témoignant d'une évolution parallèle sur le supercontinent Gondwana, ce qui a obligé les paléontologues à repenser la classification traditionnelle centrée sur les espèces nord-américaines et européennes. La reconnaissance de groupes spécifiques à l'hémisphère sud a contribué à une vision plus globale et plus équilibrée de la taxonomie des dinosaures. L'impact de ces recherches est d'autant plus notable qu'elles s'accompagnent désormais d'une collaboration internationale dynamique qui favorise le partage des données, la comparaison entre régions et l'élaboration d'analyses phylogénétiques intégrant des fossiles provenant de différents continents. Cette démarche permet d'élaborer des classifications plus nuancées, tenant compte des variabilités régionales et des flux évolutifs. Par ailleurs, l'exploitation des nouvelles technologies, comme les scanners 3D et les analyses informatiques, combinées aux découvertes asiatiques et sud-américaines,
à favoriser une réévaluation continue des genres et espèces, conduisant parfois à de véritables révolutions taxonomiques, avec la fusion de groupes anciens ou la dissociation d'espèces autrefois considérées comme homogènes. Au final, la recherche asiatique et sud-américaine joue un rôle déterminant dans la taxonomie actuelle des dinosaures, en renouvelant les collections, en apportant des données inédites et en dynamisant les débats scientifiques. Ces contributions renforcent notre compréhension de la biodiversité passée et offrent une vision beaucoup plus globale, dynamique et complexe de l'évolution dinosaurienne à l'échelle planétaire. Dans la section suivante, nous aborderons les débats contemporains sur les classifications, la confrontation entre lumpers et splitters, le rôle des espèces fantômes et la fréquence des reclassifications régulières, illustrant la nature toujours en mouvement de cette discipline fascinante. Dans le domaine de la paléontologie des dinosaures, les débats contemporains mettent souvent en lumière une tension fondamentale entre deux écoles de pensée que l'on appelle communément les lumpers et les splitters. Cette opposition reflète des approches divergentes sur la manière d'aborder la classification des fossiles et, plus largement, la définition même des espèces. Ce débat, loin d'être anecdotique, illustre la complexité et la dynamique intrinsèque à une science où les données sont parfois fragmentaires et où l'interprétation joue un rôle crucial. Les lumpers, ou réunisseurs, privilégient une vision plutôt inclusive des espèces. Ils considèrent que les variations observées entre fossiles peuvent souvent représenter une évolution intraspécifique, des différences liées à l'âge, au sexe, voire à la variation géographique. Pour eux, il est préférable de regrouper un large spectre de fossiles sous une même espèce ou genre, évitant ainsi une prolifération excessive de noms scientifiques. Cette approche met l'accent sur la prudence, réduisant le risque de créer des taxons artificiels fondés sur des variations superficielles. À l'opposé, les splitters, ou diviseurs, adoptent une position plus stricte. Ils défendent l'idée que même des variations mineures peuvent trahir des distinctions biologiques importantes, que ce soit des lignées évolutives différentes ou des espèces effectivement distinctes. Leurs analyses poussent fréquemment à décrire de nouvelles espèces ou genres, ce qui accroît considérablement la diversité taxonomique et ouvre la porte à une classification plus fine et plus détaillée. Cependant, cette multiplication peut aussi engendrer des confusions, quand certaines espèces s'avèrent par la suite synonymes. Cette dichotomie comportementale conduit à l'apparition fréquente d'espèces fantômes. Ces taxons sont décrits sur la base de fossiles fragmentaires ou peu distinctifs, puis parfois abandonnés ou fusionnés avec d'autres lorsqu'un corpus plus large de données est disponible. Ce phénomène illustre bien la nature provisoire de beaucoup de classifications en paléontologie, où toute description doit être considérée comme susceptible d'évoluer à mesure que de nouveaux indices émergent. Par ailleurs, les avancées méthodologiques, notamment la systématique cladistique et les analyses statistiques sophistiquées, favorisent aujourd'hui une réévaluation régulière des classifications. Chaque nouvelle découverte peut provoquer une reclassification, soit en consolidant des groupes, soit en redistribuant des espèces vers d'autres genres ou familles. De telles reclassifications régulières, bien que parfois perçues comme déstabilisantes, témoignent d'une science dynamique en perpétuel ajustement, toujours à la recherche d'une meilleure représentation de la réalité historique. Ces débats sont d'ailleurs accentués par la nature même des fossiles, souvent incomplets, déformés ou issus de dépôts géologiquement variés. Ils obligent à une interprétation prudente, fondée sur une confrontation rigoureuse des données morphologiques et désormais des données moléculaires, lorsque cela est possible. Au-delà des discussions scientifiques, ces luttes entre lumpers et splitters
ont un impact sur la vulgarisation scientifique, la muséographie et même la culture populaire, influençant la manière dont le public perçoit la diversité des dinosaures et l'histoire de leur découverte. En définitive, la coexistence de ces approches, loin d'être un obstacle, est un moteur d'enrichissement pour la paléontologie. Elle incite à la vigilance, à la remise en question constante et à un dialogue fécond qui fait évoluer la classification des dinosaures dans un équilibre entre rigueur scientifique et ouverture à la nouveauté. Dans la dernière section, nous conclurons cette vaste exploration en soulignant comment cette science en perpétuelle évolution, entre découverte, révision et débat, éclaire toujours plus profondément l'histoire de la vie sur Terre et notre compréhension du monde préhistorique. Depuis les humbles débuts de la paléontologie au XIXe siècle, lorsque les premiers fossiles de dinosaures furent découverts et suscitaient émerveillement et questionnement, la classification de ces animaux préhistoriques n'a cessé d'évoluer, de se perfectionner et de se complexifier. Cette science, en perpétuelle transformation, illustre à merveille comment l'étude minutieuse des formes fossiles nous offre une clé précieuse pour déchiffrer l'histoire de la vie sur Terre. La classification des dinosaures n'est pas seulement un exercice taxonomique ou un catalogue rigide d'espèces disparues. Elle représente un miroir dans lequel se reflète l'évolution biologique elle-même, avec ses ruptures, ses innovations, ses extinctions et ses radiations adaptatives. Chaque nouveau fossile, chaque nouvelle espèce identifiée, chaque recomposition phylogénétique enrichit notre compréhension non seulement des dinosaures, mais aussi des mécanismes fondamentaux qui ont façonné la biodiversité. Cette science dynamique est caractérisée par une double facette. D'une part, elle s'appuie sur des méthodes rigoureuses et des outils toujours plus sophistiqués. Morphologie comparée fine, analyse cladistique, modélisations informatiques, biologie moléculaire lorsque c'est possible, afin d'assurer la robustesse des classifications et la véracité des hypothèses. D'autre part, elle s'inscrit dans un dialogue constant, où les découvertes remettent en question les certitudes, conduisant à des débats, des remaniements, des innovations conceptuelles et parfois même à la redéfinition d'ensembles entiers d'espèces. L'histoire de la classification des dinosaures est ainsi une aventure intellectuelle qui révèle comment la science se construit par essai, erreur, révision et progrès. Elle montre également comment les avancées technologiques, la collaboration internationale et le partage des données accélèrent cette connaissance. Les paléontologues d'aujourd'hui ont à leur disposition des moyens qui auraient été inimaginables voici seulement quelques dizaines d'années. Et cette progression ouvre la voie à une exploration toujours plus fine de notre passé biologique. Au-delà des aspects strictement scientifiques, la classification des dinosaures influence également notre manière de concevoir la vie elle-même. Elle éclaire l'importance des liens de parenté, la notion d'ancêtres communs, les phénomènes d'extinction massive, ainsi que la complexité des interactions écologiques passées. Cette compréhension contribue enfin à sensibiliser le public à la longévité et à la fragilité de la vie sur Terre. Ainsi, la paléontologie des dinosaures est bien plus qu'une discipline du passé. Elle est un pont entre les temps anciens et notre présent, un guide pour appréhender l'évolution, la biodiversité et même les enjeux contemporains de conservation et de compréhension du vivant. Alors que nous concluons ce vaste voyage à travers l'évolution de la classification des dinosaures, depuis l'époque du Brontosaurus jusqu'aux outils modernes de phylogénie, il est clair que cette science est un témoignage profond de la quête humaine pour comprendre notre histoire et notre place dans le vivant. Cette quête continue, toujours ouverte aux découvertes, aux innovations et aux réinterprétations, une démarche intellectuelle qui fait honneur à l'esprit curieux
et rigoureux qui anime les chercheurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain.